Penses-tu vraiment connaître les États-Unis? Alors, comment peut-il exister un endroit où la fête commence le matin et ne s'arrête jamais, mais où, en même temps, l'alcool est interdit exactement là où il est produit? Comment une ville entière a-t-elle pu être construite sans exister officiellement? Juste pour créer l'arme la plus destructrice de l'histoire? Et comment un minuscule studio, plus petit que ta chambre, a-t-il réussi à changer la musique du monde entier? C'est ici que des centaines de femmes deviennent folles, descendent la même rue tous les vendredis habillées en cowgirl, infirmières et Barbie en même temps. Où il existe un lac souterrain que personne n'a encore fini d'explorer, où un tremblement de terre a créé un lac entier en quelques jours. Ça paraît exagéré, non? Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas Las Vegas, ce n'est pas New York. C'est le Tennessee. Et je te garantis que tu ne connais même pas la moitié de cet État. Nashville. C'est bon. Avant toute chose, il faut connaître son surnom, car Nashville possède un nom officiel très beau, très historique et très respectable, et son surnom reflète parfaitement la réalité. Il l'appelle Nash Vegas. Et quand on comprend la raison, tout devient logique. Nashville est officiellement la capitale américaine des enterrements de vie de jeunes filles. Ce n'est pas une figure de style, ce n'est pas du marketing, c'est un fait réel. Chaque week-end, entre 300 et 500 groupes d'enterrement de vie de jeunes filles arrivent en ville. 200, 300, parfois 400 femmes avec un diadème, un voile rose et un t-shirt personnalisé avec la photo de la mariée, descendant la même rue en même temps et, très souvent, complètement ivres. Maintenant, tu me demandes, mais qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Mon ami, tout. Parce qu'un vendredi soir sur Broadway, la rue principale de Nashville, tu as simultanément de la musique live qui sort de tous les étages, de tous les bars, des tracteurs décorés avec un DJ sur le toit, des bus de fête avec des lumières néons et le défilé humain le plus improbable que tu aies jamais vu de ta vie. Ah, et il y a encore un détail, le week-end. La mairie ferme Broadway aux voitures. Toute la rue devient piétonne, avec de la musique, de la fête, tout le monde dehors en même temps. Imagine le carnaval, mais avec tout le monde portant un chapeau de cow-boy, c'est à peu près ça. Maintenant, si tu penses que c'est juste pour les enterrements de vie de jeunes filles, calme ton enthousiasme, parce que ce qui se passe dans cette rue est différent de tout ce que tu as déjà vu. Je vais t'expliquer ce qu'est un honky-tonk, qui est le type de bar qui domine Broadway. C'est simple, grand bar, scène animée, groupe en live, bière bien fraîche et personne assis. Le principe c'est, tu entres, tu écoutes 3 chansons, tu ressors, tu marches 20 mètres, tu entres dans le suivant. Toute la Broadway fonctionne comme une playlist humaine où tu choisis la musique en direct. Il y a plus de 40 bars sur 5 pâtés de maison. La plupart ont 2 ou 3 étages avec un groupe différent à chaque étage en même temps. Tu montes l'escalier et l'ambiance change complètement. Et la musique live est gratuite, de 10h du matin à 3h du matin tous les jours, y compris le lundi. Il y a quelques bars qui méritent une mention spéciale. Le Jason Aldean's Kitchen compte 5 étages et un rooftop avec une vue panoramique sur toute la Broadway. Le Kid Rock's Biggest Honky Tonk, le nom dit déjà tout. Et le Doc Holidays, celui-ci est spécial pour 2 raisons. C'est le seul bar du centre où l'on peut encore fumer à l'intérieur et les murs sont littéralement couverts de billets d'1$ signés et collés par les clients eux-mêmes au fil des années. Mais il y a un endroit qui n'est pas sur Broadway et qui mérite une mention toute particulière. Au sommet du Graduate Hotel, à Midtown, se trouve le White Limousine, le bar officiel de Dolly Parton. Tout est rose. Le néon, les banquettes, les cocktails, la décoration. En été, le rooftop avec piscine est ouvert, réservé à l'avance. Et ce n'est pas donné, hein? Maintenant, parlons du style des gens dans la rue. Il existe un uniforme non officiel à Nashville. Bottes en cuir style cowboy, short court, top court et chapeau. Cela peut sembler cliché, mais ce qui est curieux, c'est ceci. Même ceux qui viennent de New York, de Los Angeles, de n'importe quel endroit qui n'a rien à voir avec le sud des États-Unis, arrivent à Nashville et en 24 heures, ils achètent des bottes. La transformation est collective et elle se produit rapidement. Et les bottes ne sont pas bon marché. Dans les magasins de Broadway, on trouve aussi bien des modèles basiques à 80$ que des pièces artisanales à plus de 2000. L'odeur du cuir neuf mêlée à la musique live est une expérience sensorielle que l'on n'oublie pas. Les habitants disent qu'ils reconnaissent les touristes justement à cela, chapeaux et bottes toutes neuves. Mais le week-end, tout le monde est touriste. La différence disparaît et tout le monde se mélange. Après minuit, quand les touristes sont couchés, la donne change. Les rues latérales s'animent avec des bars de blues et jazz live. Outre-Rivière, East Nashville est plus alternatif et local, avec ses brasseries artisanales et des fresques murales partout. Nashville a compris une chose simple que la plupart des villes américaines n'ont pas comprise. Pour faire la fête, il n'y a pas besoin de dress code, pas besoin de liste VIP. Il faut de la musique live, des rues ouvertes et de la bière bien fraîche. Le reste, les gens s'en chargent eux-mêmes, et ils s'en sortent vraiment très bien. L'église qui est devenue une légende.
Mais Nashville n'est pas célèbre par hasard. Et la fête que vous venez de voir n'est pas tombée du ciel sans raison. Il existe une ruelle ici qui a changé la musique américaine à jamais, et très peu de gens savent qu'elle existe. Il y a un bar qui est une véritable icône de Broadway. Le Tootsie's Orchid Lounge, le bâtiment violet le plus célèbre de Nashville. Impossible de ne pas le remarquer. C'est le honky-tonk le plus historique de la rue, et c'est ici que Patsy Cline et Loretta Lynn venaient de boire après leur concert. Willie Nelson a obtenu son premier emploi comme compositeur après s'être produit ici. Mais l'histoire la plus intéressante du Tootsie's concerne le bâtiment de l'autre côté de la ruelle, le Ryman Auditorium. Ce bâtiment a été construit en 1892 comme une église. Ce n'était pas censé être une scène musicale, mais l'acoustique était tellement exceptionnelle que c'était inévitable. Il est devenu le cœur de la musique country américaine. Il est connu comme l'église mère de la musique country. Les artistes qui se produisaient au Ryman avaient une habitude. Ils sortaient par l'entrée arrière, traversèrent la ruelle et allaient au Tootsie's boire un verre avant et après de monter sur scène. Aujourd'hui, vous pouvez littéralement marcher dans cette ruelle et suivre les mêmes pas que Johnny Cash, Hank Williams et Patsy Cline. C'est ici que June Carter a rencontré Johnny Cash pour la première fois dans les coulisses de ce bâtiment. Maintenant, le Grand Ole Opry. Là, on est à un tout autre niveau. Le Grand Ole Opry est à l'antenne depuis 1925. C'est l'émission de radio en direct la plus ancienne de l'histoire américaine. Elle a commencé avec 1 heure sur une radio appelée WSM Barn Dance et n'a jamais cessé. Elle a traversé la Grande Dépression, la Seconde Guerre mondiale, l'ère numérique. Chaque semaine, en direct, sans interruption. Être invité à l'Opry est, encore aujourd'hui, le plus grand honneur qu'un artiste country puisse recevoir. Ce n'est pas une récompense. On ne postule pas, on est appelé. Et quand on entre, c'est pour toujours. Dolly Parton, Johnny Cash, Hank Williams, Patsy Cline, tous sont passés par cette scène. Et il y a encore un endroit où, si tu n'y vas pas, tu le regretteras, le Bluebird Café. Il se trouve dans un centre commercial simple, à 20 minutes du centre-ville. Petite salle, lumière tamisée, table serrée. Ils appellent ça une salle d'écoute. C'est vraiment cette ambiance. Les chansons et les histoires sont les vraies stars. Pas de conversation parallèle, pas de téléphone à la main. Et c'est ici que Taylor Swift, Keith Urban et Garth Brooks ont été découverts. Les billets sont mis en vente à 8 heures du matin, une semaine à l'avance, et ils s'épuisent littéralement en 10 secondes. Ce n'est pas exagéré, 10 secondes. Donc si tu veux y aller, il te faudra beaucoup de café, des réflexes rapides et une bonne connexion Internet. Là où le rock est né. Nashville nous a déjà impressionnés, mais maintenant on part pour Memphis. Parce que Nashville a inventé l'industrie de la musique country, mais le rock and roll et le blues ont une autre origine. Et cette histoire commence dans une pièce si petite que vous douterez qu'elle ait changé le monde. Studio Sun, Memphis, 1954. Une petite boutique sur Union Avenue, un sol à damier, de vieux microphones, un minuscule studio d'enregistrement que l'on traverse en 10 pas. En 1954, un chauffeur routier de 19 ans entra là-bas en disant qu'il voulait enregistrer une chanson en cadeau pour sa mère. Le propriétaire du studio, un gars nommé Sam Phillips, a réuni ce jeune homme avec un guitariste et un bassiste. Ils ont passé des heures à essayer de trouver un son. Puis, pendant la pause, le garçon a commencé à jouer une chanson d'une manière différente, plus libre, plus rythmée. Phillips a crié « Ça, qu'est-ce que c'était ?» Joue là encore. La chanson s'appelait « That's All Right ». Ce jeune homme était Elvis Presley. Cet enregistrement est souvent vu comme le premier disque rock au monde. Après Elvis, Johnny Cash, Jerry Lee Lewis, Carl Perkins, Roy Orbison et B.B. King ont tous fréquenté ce même studio. Roi, aujourd'hui vous pouvez visiter le Sun Studio et vous tenir exactement à l'endroit où ils ont enregistré. Le sol à damier est préservé, les micros vintage sont là, l'acoustique est la même. Imaginez entrer dans un endroit de cette taille et penser que c'est là qu'est née la musique la plus influente du XXe siècle. C'est difficile à croire, n'est-ce pas? Mais l'histoire musicale du Tennessee ne s'arrête pas là. À Memphis, Beale Street est l'endroit où le blues est devenu un business. Le célèbre W.C. Handy, connu comme le père du blues, en fit le centre de la culture noire au début des années 1900. Clubs, restaurants, boutiques, B.B. King, Muddy Waters et d'innombrables légendes se sont produites ici. Aujourd'hui, Beale Street propose encore de la musique live qui sort de tous les bars, mais c'est désormais une destination touristique, avec toute la gloire et les contradictions que cela implique. Et puis, il y a ce fait que peu de gens connaissent à propos du véritable lieu de naissance de la musique country américaine. Ce n'était pas à Nashville, mais à Bristol, une ville à la frontière entre le Tennessee et la Virginie. Et la frontière de l'État passe littéralement au milieu de la rue principale de la ville. La moitié de la rue est dans le Tennessee, l'autre moitié en Virginie. En 1927, un découvreur de talent nommé Ralph Peer a installé du matériel d'enregistrement dans un entrepôt de chapeaux dans cette ville.
En 2 semaines, il a enregistré la Carter Family et Jimmy Rogers, entre autres. Ces enregistrements sont devenus connus sous le nom de Bristol Sessions et ont présenté la musique country à un public national pour la première fois. Dans un entrepôt de chapeaux à une frontière d'État. C'est comme ça que l'histoire fonctionne parfois. La plus célèbre ironie du monde. Vous connaissez le Jack Daniels? Bien sûr que vous connaissez, tout le monde connaît. C'est le whisky le plus vendu au monde. On le trouve dans les bars d'aéroports au Japon, dans les supermarchés en Allemagne, dans les bistrots au Brésil. Le Jack Daniels est fabriqué à Lynchburg, dans l'État du Tennessee. Jusque-là, tout va bien. Mais voici le détail. Lynchburg se trouve dans le comté de Moore, et le comté de Moore est un comté sec. La vente d'alcool y est interdite par la loi. Vous pouvez visiter la distillerie, voir chaque bouteille être fabriquée du début jusqu'à l'étiquette collée, faire la visite complète, acheter des souvenirs à la boutique de la distillerie. Il existe même une bouteille commémorative qui n'est vendue que là-bas, mais vous ne pouvez pas acheter une bouteille de Jack Daniels pour la boire à l'endroit même où elle est produite. Et ce n'est pas seulement le comté de Moore. Tout le Tennessee compte des dizaines de comtés secs répartis dans tout l'État. L'État qui a créé le whisky, qui exporte du whisky dans le monde entier, qui a le whisky dans son ADN culturel, interdit encore la vente d'alcool dans une grande partie de son territoire. Comment est-ce possible? C'est le genre d'ironie qui n'a même pas besoin de commentaires. Ah, et il y a un autre détail technique qui différencie le Tennessee Whiskey du Bourbon, le Lincoln County Process. Tout whisky du Tennessee doit être filtré à travers du charbon d'érable à sucre avant de vieillir. Ce procédé s'appelle le mellowing. Il élimine les impuretés et donne cette saveur douce et caractéristique. C'est cela qui différencie légalement le Jack Daniels de n'importe quel bourbon. Eau de source filtrée par le calcaire, charbon d'érable, comté sec, le whisky le plus vendu au monde. Seulement au Tennessee. La ville qui n'existait pas. Seconde Guerre mondiale. Le gouvernement américain décide de construire une ville dans les montagnes de l'Est du Tennessee, entourée, gardée et hors de toute carte. Oak Ridge. À son apogée, plus de 75 000 personnes y vivaient et y travaillaient. Une ville entière avec des maisons, des écoles, des restaurants, tout. Mais cette ville n'existait pas officiellement. Elle ne figurait sur aucune carte. Si vous demandiez au gouvernement américain où se trouvait Oak Ridge, la réponse était le silence. Et les travailleurs? La plupart n'ont jamais su ce qu'ils construisaient. Ils recevaient des instructions précises, faisaient leurs tâches et c'est tout. Le projet global était compartimenté à l'extrême. Vous ne saviez que ce qu'il fallait savoir pour faire votre travail. Ce qu'ils construisaient, c'était de l'uranium enrichi pour la bombe atomique, la même qui a été larguée sur Hiroshima en août 1945. Pense à l'ampleur de cela. 75 000 personnes dans une ville qui n'existait pas, la plupart sans savoir qu'elle contribuait à l'arme la plus destructrice jamais créée par l'homme. Le choix d'Oak Ridge n'était pas un hasard. Les vallées isolées dans les montagnes Cumberland étaient parfaites pour cacher une opération de cette envergure. Et la Tennessee Valley Authority, le système de barrage du fleuve Tennessee, fournissait une électricité abondante et bon marché. Aujourd'hui, Oak Ridge figure sur la carte et abrite le laboratoire national d'Oak Ridge, l'un des plus grands centres de recherche nucléaire et scientifique au monde. Mais la ville qui a construit la bombe atomique est restée invisible pendant des années, dans le Tennessee. À quelques kilomètres d'où il y a aujourd'hui des centres commerciaux, des restaurants et des gens qui boivent du Jack Daniels quand ils arrivent à en acheter, bien sûr. La terre qui tremble. Dans la vallée du fleuve Mississippi, près de la frontière entre le Tennessee et le Missouri, se trouve la zone sismique de New Madrid. C'est l'une des zones sismiques les plus dangereuses des États-Unis et la plupart des gens n'en ont jamais entendu parler. Durant l'hiver 1811 à 1812, cette zone a produit une série de séismes d'une magnitude estimée à plus de 7,0. Certains géologues estiment même qu'ils dépassaient 8,0. Ce furent les tremblements de terre les plus puissants de l'histoire de l'Amérique du Nord. Et ils ont été si violents que les cloches des églises à Boston se sont mises à sonner toutes seules. Boston se trouve à plus de 2000 km de là. Mais le détail le plus fou est le suivant. Le fleuve Mississippi a temporairement coulé à l'envers. La force des secousses a été suffisante pour inverser temporairement le cours de l'un des plus grands fleuves du monde. Et lorsque le sol est revenu à sa place, il était différent. Une grande zone au nord-ouest du Tennessee s'est affaissée. Le fleuve Mississippi a inondé cette dépression. En quelques jours, un lac est né de rien, le lac Real Foot. 15 000 acres d'eau, remplis de cyprès chauves immergés, créant ce paysage de marais qui semble tout droit sorti d'un film de science-fiction. C'est le seul grand lac naturel du Tennessee, et il existe parce qu'un tremblement de terre l'a créé en quelques jours. Aujourd'hui, vous pouvez pêcher sur le Real Foot, observer des aigles perchés sur les cyprès, naviguer en bateau à travers la forêt inondée. Mais la partie la moins rassurante de l'histoire est celle-ci. Memphis se trouve directement au-dessus de ce système de failles, et les géologues sont unanimes. Un autre grand tremblement de terre dans cette région n'est pas une question de si, mais de quand.
C'est quelque chose à méditer pendant que vous prenez votre petit déjeuner à Memphis. Le lac dont personne ne connaît le fond. Sweetwater, Tennessee, mer perdue. Il s'agit du plus grand lac souterrain des États-Unis et du deuxième plus grand au monde. Il est situé à l'intérieur des grottes de Craighead. Plus de 13 acres d'eau ont déjà été explorés par des plongeurs et le lac se poursuit par des passages qui n'ont pas encore été cartographiés. L'ampleur réelle du problème reste encore inconnue. Réfléchissez-y. Il existe un lac aux États-Unis dont personne ne sait où il se termine. L'histoire de cet endroit est faite de couches superposées. Les Indiens Cherokees utilisèrent la grotte. Ensuite, elle est devenue une exploitation minière de poudre à canon pendant la guerre civile confédérée. Puis, dans les années 1940, quelqu'un a eu l'idée d'y construire une piste de danse souterraine à 30 mètres sous terre. Aujourd'hui, vous pouvez faire une promenade en bateau à fond de verre sur une eau cristalline, entourée de formations calcaires et d'une obscurité totale au-delà des lumières du bateau. C'est l'une des expériences les plus étranges que l'on puisse vivre aux États-Unis. Et il n'y a pas que le Lost Sea, le Tennessee compte plus de 10 000 grottes répertoriées, plus que tout autre État américain. La géologie de l'État est calcaire et l'eau souterraine a circulé pendant des millions d'années, créant des chambres, des rivières et des lacs souterrains à l'intérieur des montagnes. L'État est littéralement creux en dessous. Il y a une autre cascade souterraine qui mérite d'être mentionnée, Ruby Falls, à l'intérieur de Lookout Mountain, près de Chattanooga. C'est une chute d'eau de 44 mètres à 340 mètres sous la surface. Elle a été découverte en 1928 par un homme qui forait un puits d'ascenseur. Lorsqu'il est arrivé à un point inattendu et a entendu le bruit de l'eau, il est parti explorer. Il a trouvé la cascade et l'a nommée en hommage à sa femme Ruby. C'est le genre d'histoire qui semble inventée. Le passé que les États-Unis préfèrent ne pas se rappeler. Jusqu'ici, le Tennessee a surpris, impressionné, fait rire et donné le tournis. Mais il y a une partie de cet État qu'on ne peut pas raconter à la légère, et il serait malhonnête de l'ignorer. Gouvernement américain, administration Andrew Jackson. Décision, expulser de force la nation Cherokee de ses terres ancestrales dans le sud-est des États-Unis. Destination, le territoire indien à l'ouest du Mississippi, ce qui correspond aujourd'hui à l'Oklahoma. Distance, plus de 1600 km. 16 000 Cherokees ont été forcés de marcher. Environ 4 000 sont morts en chemin, de maladies, de faim et d'exposition au froid. L'itinéraire passait par le Tennessee. L'État se trouvait directement entre la patrie Cherokee et la destination imposée. Il n'y avait aucun moyen de contourner. Les Cherokees ont appelé ce trajet le sentier où ils pleuraient. L'histoire l'a enregistré comme la piste des larmes. Le sol du Tennessee abrite les tombes de milliers de personnes qui n'ont pas atteint l'autre rive. Aujourd'hui, il existe des plaques, des sentiers historiques et des musées tout au long du parcours. La mémoire officielle existe, mais c'est le genre d'histoire qu'on ne peut raconter sans ressentir de la lourdeur. Changeons de ville. Memphis, 4 avril 1968. Le Lorraine Motel était l'un des rares hôtels à accepter des clients noirs dans la ville ségrégée de Memphis. Le docteur Martin Luther King Jr. séjournait dans la chambre 306 au 2e étage. Il était venu à Memphis pour soutenir une grève des travailleurs de l'assainissement, en majorité des hommes noirs qui gagnaient des salaires misérables et travaillaient dans des conditions dangereuses. Dans l'après-midi, King se trouvait sur le balcon de la chambre 306. Un coup de feu l'a atteint. Il est mort cette nuit-là. Aujourd'hui, le Lorraine Motel a été transformé en Musée national des droits civiques. Le motel a été préservé exactement tel qu'il était. La chambre 306 existe toujours, avec les lits de fait, les affaires à leur place. Et à l'extérieur, une couronne marque l'endroit exact où King se trouvait lorsqu'il a été abattu. On peut regarder directement cette couronne depuis le trottoir. C'est l'un des moments les plus poignants que l'on puisse vivre lors d'une visite n'importe où aux États-Unis. Et il y a un autre endroit dans le Tennessee qui porte le poids de la guerre. Shiloh, sud du Tennessee, avril 1862. La bataille de Shiloh fut la première véritable bataille d'envergure de la guerre de sécession américaine. 2 jours de combat dans des forêts denses, des ravins et un terrain accidenté sur les rives du fleuve Tennessee. 23 000 pertes en 2 jours. Des hommes des 2 camps qui étaient arrivés en pensant que la guerre serait brève et qui sont repartis, ceux qui sont repartis, sachant qu'elle ne le serait pas. Il existe un endroit sur ce champ de bataille appelé Bloody Pond, l'étang sanglant. C'était un petit étang où des soldats blessés des 2 camps ramperaient pour boire de l'eau. Beaucoup y sont morts. Aujourd'hui, le parc militaire national de Shiloh préserve le champ de bataille. Vous pouvez marcher sur ce même terrain. Le silence qui y règne est d'une nature différente. Le Tennessee n'est pas un état de passage, c'est un état à couche, et chaque fois que vous pensez avoir atteint le fond, il y en a encore une en dessous. Dis-moi maintenant dans les commentaires, quelle partie t'a le plus surpris? Et plus importante encore,
Accepterais-tu de passer une semaine à Nashville ou t'enfuirais-tu dès le deuxième jour sans dormir? Commente ici, je veux savoir. Et si tu as aimé, envoie cette vidéo à cet ami qui pense que les États-Unis, c'est juste New York et Disney. Laisse-le découvrir le Tennessee. Et si tu es arrivé jusqu'ici, commente. Tennessee. Je veux connaître les survivants qui restent jusqu'à la fin. Ah, regarde bien la vidéo qui apparaît à l'écran, d'accord? Merci beaucoup à tous et à très bientôt.